Je vais m'entretenir avec Dr. Yarchevich. Rebonjour, Dr. Yarchevich. On va parler d'un sujet très délicat qui est le gain de poids en période de ménopause. Oui. Expliquez-nous ce qui se passe. Mais je pense que la quasi-totalité des patientes en font part, ou en tout cas, c'est une des préoccupations importantes pour elles. Puis encore une fois, les causes sont multiples et multifactorielles. Il y a un changement de métabolisme qui s'installe tranquillement avec le temps, puis l'âge, puis ça se manifeste souvent à la périménopause puis à la ménopause. Donc, le métabolisme ralentit tranquillement avec le temps. En même temps aussi, un changement au niveau de la composition du corps. Donc, on perd de la masse musculaire avec le temps, puis on gagne en masse graisseuse qui consomme beaucoup moins d'énergie au repos que le muscle le fait. On sait aussi, par exemple, des phénomènes de résistance à l'insuline qui se produisent dans cette période-là aussi. Donc, tous ensemble, probablement, contribuent. Mais ça, c'est une partie, probablement, de la problématique. Après ça, il y a aussi ce qu'on fait dans notre quotidien en termes d'alimentation et en termes d'exercice aussi. Donc, juste de maintenir son poids actuel, par exemple, va demander beaucoup plus d'efforts en termes d'exercice physique qu'avant. Puis imaginez, si on veut en perdre, il faut encore en faire beaucoup plus. Alors, en résumé, par rapport à ce qui a trait au gain de poids périménopause, qu'est-ce que vous suggérez de faire aux patientes? Bien, je pense qu'on revient souvent à la même chose, qui est en fait avoir de bonnes habitudes de vie. Hein. Ça commence par une alimentation saine, réduction des fois des calories superflues, surtout dans l'alcool, hein. Avoir une consommation saine, modérée d'alcool, entre autres. Donc, privilégier des exercices qui augmentent la masse musculaire. Donc, au-delà de l'impact sur le poids, une meilleure masse musculaire, eh bien, ça a un meilleur impact sur notre stabilité, la prévention des chutes. Et aussi, ce type d'exercice a un meilleur effet sur la masse osseuse, donc sur la prévention des fractures ostéoporotiques, par exemple. Merci de ces précieux conseils, Dr. Yarchevich. Maintenant, on va aborder un sujet un petit peu plus délicat, qui est les problèmes de peau, souvent rapportés avec le vieillissement ou l'apparition de la ménopause. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui se passe à ce niveau-là? Mais encore une fois, on a tous une génétique propre à chacun de nous. Alors, probablement, il y a des individus dont la génétique est meilleure que d'autres en ce qui a trait au vieillissement de la peau. La peau aussi contient d'énormes quantités de récepteurs aux estrogènes, donc c'est pas étonnant que les gens se plaignent d'une diminution de l'hydratation de la peau qu'on attribue parfois à cette hormone-là. Donc, tout ça peut avoir un impact sur la peau. Par ailleurs, il y a aussi, encore une fois, des habitudes de vie ou ce qu'on fait dans le quotidien qui peut avoir un impact. Peut-être pas dans les médias, mais malheureusement, c'est des choses qu'on a fait peut-être dans le passé, comme l'exposition au soleil, une protection inadéquate contre les rayons UV, la cigarette aussi. Donc ça, ce sont des choses qui définitivement nuisent à la qualité de la peau et dont les effets se font sentir sur le long terme, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des problèmes structuraux autres que la peau qui pourraient avoir une influence? Il y a probablement aussi des changements au niveau de l'ossature, ou en fait un remodelage osseux qui se fait sur l'ensemble du corps, puis le visage aussi en fait partie. Et peut-être que ça aussi, ça peut traduire un peu l'impression qu'on a que notre peau change, mais c'est la fondation qui est peut-être aussi en changement au fil du temps. Dr. Yarchevich, pourriez-vous nous expliquer exactement ce qui se passe au niveau des os chez la femme en âge de ménopause? Donc, il y a tout simplement une perte de la densité osseuse qui est en grande partie due à la diminution puis éventuellement une baisse importante des estrogènes circulants. Lorsque la densité est très basse, on parle d'ostéoporose et cela met la femme à risque de fracture, par exemple ostéoporotique, des fois spontanée ou suite à une chute. Lorsqu'une femme a de l'ostéoporose, elle n'a pas nécessairement de la douleur. Quand va se présenter la douleur? Définitivement, l'ostéoporose ou une baisse de la densité osseuse ne donne pas de symptômes. Là, on développe des symptômes, c'est souvent en contexte de fracture, soit qui a été traumatique, ça c'est facile, mais dans le contexte de fractures spontanées, comme des vertèbres, ça peut donner des douleurs chroniques et les gens vont consulter pour des douleurs, par exemple, au dos. Est-ce qu'il y a des facteurs qui vont aggraver l'ostéoporose ou une perte de densité osseuse? Mais au-delà de l'âge, hein, on peut avoir des maladies, par exemple, qui nous mettent à risque d'une plus grande perte de la masse osseuse, par exemple, des maladies qui nécessitent un traitement de corticostéroïdes à haute dose,
un faible poids corporel, le tabagisme, une consommation excessive d'alcool, des antécédents familiaux de fractures ostéoporotiques aussi. Donc, ce sont des facteurs de risque, entre autres, qui augmentent le risque qu'une personne fasse de l'ostéoporose dans sa vie. Alors, comment fait-on le diagnostic de perte osseuse ou même d'ostéoporose? Bien, c'est en ayant recours à un test qu'on appelle l'ostéodensitométrie. Donc, c'est un test qui va mesurer la densité des os. Et puis, c'est quelque chose qui est recommandé chez toutes les femmes en haut de 65 ans. Mais lorsqu'il y a présence des facteurs de risque, dont certains ont été nommés un peu plus tôt, on recommande ce test-là à partir de 50 ans. Qu'est-ce qu'une femme peut faire pour prévenir ou traiter l'ostéoporose? Oui. Donc, l'âge, on ne peut pas le changer, hein? Mais définitivement, l'exercice est un élément clé. Encore une fois, on parle d'exercice avec charge. Par exemple, de faire des exercices de musculation. Ceux-là sont beaucoup plus efficaces pour le maintien de la densité osseuse. Un apport adéquat en calcium est essentiel, surtout si on est capable d'aller le chercher dans l'alimentation. Et définitivement la vitamine D, dont on manque beaucoup ici en Amérique du Nord. On remarque que vers l'âge de la ménopause, c'est là qu'il y a plus d'événements cardiovasculaires chez les femmes, alors que chez l'homme, ça se passe un peu plus tôt. Comment vous expliquez ça, cette différence? Oui. Ce qu'on semble suggérer, c'est que l'effet protecteur sur le cœur et les vaisseaux des estrogènes est là jusqu'au moment où l'estrogène commence à diminuer. Et c'est là, autour de la cinquantaine, qu'on voit une apparition des problèmes cardiovasculaires chez la femme. Puis autour de la périménopause, il y a d'autres changements aussi qui surviennent. L'effet direct de la ménopause en tant que tel sur tous ces changements qui surviennent n'est pas très bien établi, mais définitivement, on voit qu'il y a des changements au niveau du cholestérol qui surviennent, de la façon dont les vaisseaux réagissent au stress, par exemple. Les femmes qui ont des symptômes vasomoteurs sont plus à risque de développer des troubles ou des maladies cardiovasculaires que celles qui n'en ont pas. Celles qui font de l'insomnie aussi, des études le démontrent, en plus aussi d'avoir plus de risque de dépression, par exemple. Donc, tout ça mis ensemble contribue à une augmentation ou en tout cas une modification du système cardiovasculaire et qui met la femme davantage à risque de problèmes à ce moment-là. Une fois que ça s'est établi, quelles recommandations faites-vous aux patientes pour leur protection cardiovasculaire? Encore une fois, on revient beaucoup aux habitudes de vie, donc maintenir un poids santé, faire de l'exercice régulièrement, ne pas fumer, avoir une alimentation saine, diversifiée, faible en gras. Est-ce qu'il y a de la place pour l'hormonothérapie de remplacement dans la maladie cardiaque? Pour le moment, ce n'est pas une indication primaire, donc on ne donne pas des hormones en vue de prévenir des maladies cardiovasculaires, bien qu'on sait que les femmes qui en prennent à un moment précis, donc dans les 10 ans suivant la ménopause ou entre 50 et 60 ans, on voit une réduction de la maladie cardiovasculaire chez ces femmes, mais l'indication principale demeure le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à sévères. Dr. Yarchevitch, je vous remercie grandement pour tous ces précieux conseils et votre disponibilité. Merci, ça m'a fait plaisir.